Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du WDI, l'organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe tels qu'ils ont été définis dans la CEDEF, la Convention de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'est pour cette raison que le WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, parce que le sexe n'est pas un ressenti subjectif, c'est une réalité objective. Notre déclaration, elle compte plus de 39 000 signataires à travers le monde provenant de 160 pays et c'est un chiffre qui augmente de 200 signatures environ par semaine. Nous vous invitons à signer notre déclaration à votre tour si ce n'est pas déjà fait. Alors notre déclaration, elle se compose de 9 articles, parmi lesquels l'article 5 réaffirme les droits des femmes à la liberté de réunion et d'association, et l'article 9 réaffirme le besoin de protection des droits de l'enfant. Aujourd'hui, nous recevons Céline Masson. Céline Masson est professeure des universités et chercheur au Centre d'histoire des sociétés, des sciences et des conflits et psychanalyste. Aujourd'hui, elle vient nous parler du livre qu'elle a coécrit avec Caroline Eliacheff, Le Sermon d'Hippocrate. Céline Masson et Caroline Eliacheff sont co-directrices de l'Observatoire de la Petite Sirène et avaient déjà coécrit La fabrique de l'enfant transgenre, paru en 2022. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, première question, comment est venue l'idée de ce livre? Bonjour à tout le monde et merci, pour cette invitation. Effectivement, il y a eu un premier livre qui était une alerte, en raison de cette augmentation, de d'adolescents qui se transidentifient et ce livre a connu, des attaques. Ce qui nous a beaucoup surpris puisque, nous pensions, que parler des enfants et effectivement, alerter et plutôt être appeler à la prudence, pour des enfants qui sont mal dans leur corps, disons les choses, comme ça, nous a beaucoup, surprises effectivement que puisque nous avons connu dans un premier temps, alors, c'est venu de la part de collègues, qui, nous ont dans un ostracisé, on va dire les choses comme ça, puisque, le dialogue s'est très vite, interrompu. Ça il avait commencé et après, la création de l'observatoire et puis surtout le livre, effectivement, c'était une fin de non-recevoir lorsque, nous les invitions puisqu'effectivement nous avons souhaité débattre avec eux, nous avions, souhaité les rencontrer et nous étions plus on va dire ça comme ça, plutôt diabolisés. Donc le titre de ce livre, le premier, hein, «La fabrique de l'enfant transgenre» était venu peut-être comme heu était perçu en tout cas comme provocateur. C'est ainsi que, c'est-à-dire que ça a été interprété comme, il n'y a pas que nous pensions qu'il n'y a pas, d'enfants trans et donc, que nous nous opposions aux droits des personnes trans. Donc, il a été frappé de discrédit, à peine 2 3 mois après sa sortie. Ce qui était déjà pas mal, parce que c'était pas, comme on le voit aujourd'hui avec un autre livre, le Face à l'obscurantismo qui est frappé de discrédit même et avant sa sortie. Bon, donc nous, ça a été 2 3 mois après et nous avons quand même été assez sidérés par la violence, notamment encore, j'allais dire, chez les militants, bon, ça fait partie aussi comment dire ça? Ça fait partie du je vais dire de du militantisme aussi, hein, une certaine, activisme, agressivité. Mais par contre, de la part de collègues, de médecins notamment, ça nous a quand même beaucoup plus, frappés. De médecins comme de psychologues, et ça mais c'est quand même de médecins et notamment des médecins spécialisés, disent
en tout cas expert en service de genre, dit identité sexuée ou transidentité. Donc on a été quand même assez frappés d'avoir, en tout cas de l'impossibilité de débattre. Voilà, donc ça c'était la première phase et ce premier livre. Et petit à petit, de mois en mois, nous recueillions beaucoup de témoignages de parents. D'ailleurs, il y a certains parents ici aussi d'Hippomonie, puis et d'autres parents de Suisse, de Belgique d'ailleurs, qui ont manifesté effectivement nous s'inquiéter en tout cas des propos de leurs adolescents et notamment des filles, hein, puisque ça concerne une majorité de filles. Et en recueillant ces témoignages de parents, mais aussi d'adolescents, parce que moi j'ai commencé à voir ces adolescents, d'ailleurs je ne le disais pas jusqu'à présent parce que je m'inquiétais aussi de la possibilité d'être accusée de thérapie de conversion, hein, puisque vous savez que ça fait partie de certains, en tout cas de certaines accusations, thérapie de conversion comme transphobie. J'ai rencontré ces adolescentes et je les suis depuis quelques années. Donc, parce que dans un premier temps, on nous avait dit qu'on ne connaissait pas le sujet, qu'on ne pouvait pas parler, qu'on ne pouvait pas dire ce qu'on disait, étant donné que nous ne connaissions pas, que nous ne rencontrions pas ces adolescents. Donc, il se trouve que je les ai rencontrés. J'ai rencontré pas mal d'adolescentes et également des adolescents, des garçons, mais plus majoritairement des filles. Et ça corrobore complètement les témoignages que nous avons pu avoir venant d'Angleterre ou des États-Unis, de médecins, de psychologues, de psychanalystes. Et je rencontrais exactement les mêmes adolescents. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ces adolescentes, ces filles, en fait, c'est de la clinique du quotidien, hein, c'est la clinique de l'adolescent au quotidien, c'est-à-dire avec des difficultés par rapport à leur corps, au moment de la puberté, le développement des seins, les règles qui arrivent. Bon, ça peut générer chez des filles des formes d'anorexie, donc de troubles, de ce qu'on appelle le trouble anxio-dépressif et d'autres formes de psychopathologie de l'adolescent et de l'adolescente. Donc je me suis très vite aperçue aussi que c'est ce qu'on appelle les comorbidités, mais en fait c'est pas des comorbidités, c'est le trouble de l'adolescence. C'est vraiment au centre même de la problématique de l'adolescence, c'est-à-dire ces symptômes de ces filles qui ne supportent pas le développement de leur corps et qui veulent. Alors c'est intéressant parce qu'en fait elles veulent pas changer de sexe, mais elles veulent changer de corps. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Vous voyez, là aussi, il y a quand même une confusion. Donc voilà, c'est en recueillant ces témoignages, en rencontrant ces adolescents et surtout en ayant vu aussi comment on peut dire ça, le comportement de certains médecins et les propos tenus par certains médecins que nous avons décidé d'écrire ce deuxième livre. Voilà, donc c'est vraiment venu avec... alors, en même temps, s'écrivait un témoignage passionnant d'un père et de sa fille. Et le livre donc s'ouvre sur un témoignage d'un des premiers parents que nous recevions à l'Observatoire. Et c'était absolument frappant parce que là, c'est dans l'après-coup que ce père et sa fille décrivaient ce qui leur était arrivé. Donc, c'est une fille qui avait 13 ans, qui avait fait un coming out d'abord homosexuel, s'est déclarée lesbienne à 13-14 ans. Et puis ensuite, bon, c'est très bien décrit, en fait, ce témoignage est très long, nous avons souhaité l'intégrer, nous avons souhaité que ce témoignage soit au cœur même de l'ouvrage. Et c'est le cœur même de l'ouvrage, c'est-à-dire que c'est à partir de ce témoignage que nous déplions toutes les problématiques de ce livre. Donc, effectivement, donc elle se déclare d'abord, elle se déclare homosexuelle et petit à petit, elle ouvre un compte Instagram et elle échange avec d'autres personnes, des influenceurs. Et elle réalise aussi à un moment donné, comme une évidence, elle se déclare garçon. Bon. Euh,
donc tout ça, effectivement, ça se déroule dans le temps, hein, parce que finalement, elle décrit bien cet état d'esprit aussi de malaise, de grand malaise existentiel et aussi de malaise par rapport à son corps. Donc cette jeune décrit magnifiquement ce qui lui est arrivé entre ses 13 ans et ses 18 ans. Et à un moment donné, alors c'est très intéressant de voir parce qu'on a mis un parallèle, on fait le parallèle, c'est vraiment un entrelacement entre la parole du père et la parole de l'adolescente devenue jeune femme. Et on voit la place qu'occupe le père, la posture qu'il tient, une posture je vais dire, d'amour et de fermeté. Il y a les deux en même temps. On sent que c'est un père qui aime sa fille, qui aime beaucoup sa fille, et qui en même temps ne se laisse pas berner par les propos qu'il va entendre quand il ira rencontrer des médecins. Donc ça, c'est quand même assez frappant, c'est-à-dire euh, il entend sa fille, il aime sa fille, il suit sa fille, qui l'accompagne, je vais dire, c'est plutôt elle qui l'accompagne dans ses services à l'hôpital, mais aussi dans un foyer. Donc, dans une association euh, que nous nommons euh, L'abri, pardon? l'abri, je crois, c'est L'abri, oui. Alors, on reconnaîtra quand même, oui, voilà, le lieu parce que c'est des associations un peu dans différents pays et il va rencontrer il va rencontrer ces personnes et il est quand même assez frappé par la manière dont on l'accueille. Bon, avec le tutoiement, avec effectivement l'évidence que sa fille est un garçon et qu'il faudra l'appeler il faudra la prénommer comme elle souhaite et la pronommer du genre masculin. Voilà, donc il est assez frappé par la manière dont les choses se passent, aussi bien donc on va dire que ce sont des transactivistes, hein, c'est quand même une association dite de personnes voilà d'aide, d'entraide aux jeunes LGBT, etc. Mais c'est vraiment un accueil clairement transaffirmatif. euh, euh, qui est dans l'affirmation, qui ne laisse même pas la place au doute, parce que ces jeunes-là, ces filles-là ont évidemment des doutes. On dit qu'elles sont affirmées, mais non, elles ont un doute, mais on va d'emblée annuler ce doute. On va en tout cas ne entendre leur affirmation, parce qu'elle dit, je suis un garçon et maintenant il va falloir, mais il y a entre ces affirmations et il y a des moments de doute aussi, sauf que ça, c'est pas entendu dans ces associations, mais aussi bien dans ces services de médecine du genre. Donc le père arrive aussi et dans ce service et le médecin lui dit quand il entend que sa fille va mal, c'est vrai, parce que ces jeunes vont mal, ces adolescentes vont mal, et il dit, mais voulez-vous une fille morte ou un garçon vivant? Ça m'a frappé quand ce père m'a raconté ça au tout début. J'avoue que j'ai cru que c'était juste dans ce service-là qu'on disait des choses comme ça. Je me suis rendu compte que c'était un slogan. C'est un slogan qui s'énonce dans différents lieux et ce qui vient du monde transactiviste, qui vient donc de la militance, qui a imprégné le milieu aussi et la langue médicale. Donc il a imprégné effectivement les services aussi de médecine du genre. C'est quand même ça aussi qui est frappant. Et là, vous voyez que le titre Sermon d'Hippocrate, on passe très vite du serment au sermon, c'est-à-dire qu'ils ont la langue même médicale a changé, la langue s'est modifiée euh, en, à l'aune, j'allais dire, du militantisme et des discours militants. Voilà, donc cette langue s'est imprégnée de militantisme, si bien que ces propos-là se retrouvent. Voulez-vous une fille morte ou un garçon vivant?
Bon, déjà, c'est vrai que c'est quand même assez surprenant qu'un psychiatre vienne effrayer comme ça des parents. Effectivement, les psychiatres peuvent être inquiets pour un jeune et va dire: «Là, il faut absolument que ce jeune soit hospitalisé». Mais de là à dire, «Voulez-vous une fille morte?» c'est-à-dire que c'est presque une menace. En fait, il y a une pression qui est exercée sur les parents, c'est-à-dire en gros, soit vous la transidentifiez, soit vous acceptez de la changer, de lui changer son prénom et son pronom, c'est-à-dire c'est ce que vous savez, je ne vais pas vous le dire ici parce que vous connaissez tous, ce que vous savez tous ce que c'est qu'une transition sociale. Donc, soit vous accédez à la demande de lui changer le prénom et le pronom, soit vous risquez sa mort. En gros, c'est ça. Donc, c'est vraiment une menace. Et le père, et c'est là où ça a été quand même assez extraordinaire, parce que nous étions en 2020, 2018, 2019, 2020, on n'en parlait pas encore beaucoup dans ces années-là. Le père a déjà compris à ce moment-là, les parents ont été assez interrogés, quelque chose a mis la puce à l'oreille, voilà, de ses parents, et ils se sont dit, il faut qu'on attende. Ça nous semble aller trop vite. Il faut qu'on attende. Donc, ils ont dû tenir. Ils ont dû tenir voilà, c'est-à-dire d'un côté, il y avait la pression qui était exercée par l'adolescente, mais non seulement l'adolescente, les médecins et le milieu militant, ce qui est quand même assez rare parce que en général, les médecins ne sont pas toujours en accord avec l'adolescente. Quand une adolescente anorexie dit je souhaite maigrir, ils ne vont pas l'aider à maigrir. Vous voyez, donc, et en mettant une pression sur les parents pour qu'elle maigrisse. Au contraire, c'est l'inverse qui se passe. Vous voyez, comme tout est retourné, c'est-à-dire que là, alors, les choses ont peut-être évolué en 5 ans, c'est possible, puisque les médecins disent aujourd'hui ils prennent le temps, ce qui est vrai d'ailleurs, ils prennent le temps, mais c'est pas complètement faux qu'ils prennent le temps. Parfois non, parfois oui. Parfois, on entend qu'en 2, 3 séances, en 2, 3 consultations, on a une ordonnance pour de la testostérone pour les filles. Ou voilà. Oui, mais dans les services du genre, je pense que c'est un peu plus prudent. Par contre, ils prennent le temps, mais avec quelle écoute? C'est quand même ça la question. C'est quelle écoute? Comment on entend le jeune? Comment on entend ces adolescents? Alors, on peut prendre 1 an, mais avec une écoute qui est une écoute transaffirmative. Je dis ça un peu rapidement, mais c'est ça un peu l'inquiétude. Euh, Quand on écoute le jeune de manière neutre, neutre ne veut pas dire, alors j'ai proposé un nouveau mot qui serait le neutrisme. Le neutrisme, c'est aussi une idéologie, c'est-à-dire de surtout pas intervenir parce qu'on a peur de la réaction de parents, de la réaction du jeune. Non, le neutre, c'est-à-dire qu'on n'amène pas l'adolescent ni dans un sens ni dans l'autre. On est là pour entendre ses difficultés, ses souffrances. Et aussi, on interroge cette volonté de changer de corps, de changer de genre, on interroge les mots, vous voyez. Donc, c'est ça, en fait, cette neutralité qui est propre au psy, c'est-à-dire pour permettre que se déploient les interrogations du jeune et enfin arriver peut-être à ce que le jeune lui-même s'interroge sur cette demande assez fulgurante. D'ailleurs, on y arrive, parce que ces jeunes-là, finalement, s'interrogent à un moment donné de la thérapie sur pourquoi ils veulent changer de corps et pourquoi ils n'aiment pas et pourquoi. Alors c'est pas tant quand une fille dit qu'elle veut être un garçon, c'est pas tant qu'elle veut être un garçon, c'est qu'elle ne veut pas être une fille. Ça, je crois que ça a été dit par pas mal de collègues déjà, mais c'est quand même, c'est de la clinique, c'est exactement ce qui se passe. C'est que ces filles, vous vous rendez compte, je parle pour les filles, là, hein, c'est vraiment ne pas vouloir être une fille. Et donc se projeter dans quelque chose qui est garçon. Mais quand vous dites garçon, c'est pas avoir un sexe de garçon, parce que c'est pas ça en fait. C'est ne pas avoir de sein. Alors, est-ce que ne pas avoir de sein, c'est être un garçon? Vous voyez, c'est comme ça aussi qu'on peut travailler avec ces jeunes. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour toi que d'être un garçon et de dire que c'est en fait des seins que tu veux pas? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'être un garçon? Et petit à petit, quand vous amenez ce questionnement, ça bouge. Et les doutes émergent, la réflexion aussi, parce qu'il ne faut pas penser qu'ils sont tous abrutis par une idéologie. C'est pas tout à fait le cas. Je pense que ces jeunes sont simplement mal et ont cherché des solutions. Donc, le livre, que ce soit d'ailleurs le premier ou celui-ci, parle effectivement aussi.
de solution pour ces jeunes, et vous le voyez dans ce témoignage. On voit à quel point c'est une solution, c'est une béquille, c'est vraiment un soutien. Le fait de se dire garçon est un soutien à un moment donné où elle va mal, parce que elle imagine qu'elle va sortir de son corps. En fait, on sent même, vous voyez un peu cette gnose, enfin cette pensée un peu gnostique même chez ces filles, qu'elles vont sortir du corps, en fait, ça, et se projeter dans un autre corps pour abandonner cette enveloppe. Et en fait, on sent que, et à un moment donné, elles vont pouvoir vous dire, ah, mais finalement, bon, j'ai compris que c'était absolument pas possible. Bon, ben finalement, ça me plaît pas, mais c'est comme ça. Donc, je vais passer un peu à autre chose. C'est vrai qu'on a ce propos quand vous remettez le jeune face à une réalité, c'est-à-dire qu'on ne change pas de corps, on ne change pas de sexe. Voilà, on peut changer évidemment l'apparence, mais on et en plus chez l'adolescence, ce qu'on va pouvoir dire, c'est pas avant tes 18 ans. Donc ça, en tout cas quand les parents viennent vers moi, ils savent que je suis sur cette ligne de pas d'intervention médicale avant 18 ans. Mais ça n'empêche pas qu'on peut tout à fait interroger, jouer aussi sur les prénoms, voilà, sur le prénom, sur le pronom. Bon, donc, voyez à quel point cette force de la clinique, en tout cas cette force du témoignage, parce que là, c'est pas de la clinique à proprement parler, c'est un témoignage, nous a donné des éléments de réflexion. Et c'est vrai qu'il a fallu du temps. Vous voyez, ça fait 5 ans maintenant qu'on travaille qu'on a créé l'Observatoire en 2020, fin 2020, début de 2021. Il a fallu du temps pour entendre, il a fallu du temps aussi pour comprendre. Je crois qu'il y a le temps pour entendre et il y a le temps pour comprendre. Et nous nous sommes rendus compte que c'était une idéologie. C'était une idéologie. C'est une idéologie qui, en tout cas, on parle d'idéologie identitaire. Je préfère au mot wokisme. C'est en débat en ce moment, vous le savez, dans l'actualité. Bien que je participe à ce livre collectif avec mes collègues sur l'obscurantisme woke, j'aime l'idée, en tout cas pour notre sujet, d'idéologie identitariste ou identitaire, parce qu'on a un repliement sur une identité. On a un repliement sur cette identité au détriment, finalement, d'une prise en charge holistique de la personne et notamment du jeune. Et c'est pour ça qu'on a parlé de médecine sous emprise des idéologies identitaires. Donc là, on a effectivement une médecine donc, qui va se centrer sur la demande du jeune, sur son ressenti, ce que j'ai appelé le ressentisme, c'est-à-dire, parce que les ressentis, c'est important, évidemment, on travaille, nous, avec des ressentis, et un médecin aussi travaille avec des ressentis, c'est pas ça que je dis. Ce que là, on a voulu dire, c'est que le ressentisme, c'est de penser que seul le ressenti du jeune compte et que nous ne pouvons pas interroger ce ressenti. Parce que c'est quand même ce qui se passe, c'est que pour ces médecins, nous ne pouvons pas interroger la demande du jeune. Nous ne pouvons pas interroger son ressenti, c'est son ressenti, et il est essentialisé. Vous voyez, on a une essentialisation des ressentis au détriment de la raison et de la raison médicale. Donc c'est ça qui est pernicieux, c'est ça qui est, à mon avis, dangereux, c'est que le médecin n'a pas là, je dis bien certains médecins, parce qu'évidemment on n'est pas là nous-mêmes à essentialiser les médecins, parce que c'est certains médecins, très peu nombreux, c'est quelques médecins, mais dans chaque pays, parce qu'on a tous fait ce constat, nos propos corroborent les propos d'autres collègues dans les services du genre, parce que même si nous ne sommes pas dans ces services, nos collègues le sont, ou l'ont été. On pense aux JIDS, au Royaume-Uni avec nos collègues David Bell et tous les collègues à Hakem, là que je viens de voir un témoignage, enfin il vient de dire exactement ce que je suis en train de vous dire, il vient de le dire là aujourd'hui, de sortir un texte qui porte exactement sur la même chose et en disant mais je comprends pas que des médecins n'aient pas réagi, donc il était au cœur de ces services-là. Donc Rika Tierkku Katiala, notre collègue de Finlande, elle-même a créé un service du genre. Vous voyez, donc on a des personnes qui étaient avant même nos collègues dans les années 2000, ont créé des services du genre dans les pays pionniers, donc la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni, aux États-Unis, certaines cliniques aux États-Unis, Ken Zucker évidemment, qui à un moment donné ont vu que ça ne correspondait plus du tout à la clinique qu'ils avaient au départ, c'est-à-dire, je ne vais pas vous le redire parce que je pense que vous connaissez ça très bien, c'est-à-dire c'était des petits garçons au départ et très minoritaires, c'était un petit phénomène de garçons effectivement
effectivement, dont on ne comprend pas bien pourquoi ils avaient ce ressenti et cette douleur, effectivement, de pas ce besoin d'appartenir à l'autre sexe. Bon, mais ça correspond absolument pas à la population qu'on a aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que on a osé dire, mais ça nous a pris du temps. Nous n'avons pas affirmé ça, nous non plus, comme ça. Mais avec la clinique et le temps, nous disons que ce ne sont pas des enfants trans. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un enfant trans? Bon, ça pose aussi cette question. Un enfant est un enfant en développement avec avec une évolution, évidemment, une évolution psychique, développementale. Enfin, à tout niveau, l'enfant évolue au sein d'une famille, au sein d'une société. Donc, déjà, c'est un être en évolution. Qu'est-ce qu'un enfant trans? Aujourd'hui, un enfant trans est un enfant figé dans le temps. Quand je dis un enfant trans aujourd'hui, c'est un enfant tiré trans, c'est-à-dire un enfant tel que les transactivistes le définissent, c'est-à-dire un enfant qui s'affirme comme trans et dont il faudrait accepter, enfin, en tout cas, entendre sa demande et l'affirmer dans son genre ressenti. Donc, on est passé du transsexualisme, ça, je ne vais pas vous faire l'histoire parce que vous connaissez ça très bien, au transgenrisme, qui n'est absolument pas pareil. Je parlais là, sur la liste de l'OPS, effectivement, d'un particularisme, parce que je crois que c'est quand même ça, c'est-à-dire que moi, je ne suis, enfin, je dis que le transsexualisme, il faut l'entendre. Hein. Nicole est là, je crois, Nicole Attea, qui a longtemps reçu des personnes trans. Donc, c'est un particularisme. Ce sont des personnes qui, à l'âge adulte, ont transitionné. Moi, je ne parle absolument pas. Nous ne parlons pas de ça. Nous ne parlons pas des adultes. Nous parlons des enfants qui ne le sont pas. À chaque fois, nous disons, mais nous ne parlons pas des personnes trans. Nous parlons des enfants qui ne sont pas trans. C'est quand même une différence. Voilà, parce qu'elle ne correspond plus du tout à cette population-là. Par contre, les services du genre n'ont pas pris la mesure du changement. Donc, on a ouvert le spectre, je parle du spectre large, on a ouvert ce spectre large avec le mot médical, puisque dysphorie de genre, effectivement, et maintenant incongruence de genre, est un terme psychiatrique qui a été dans le DSM, la CIM, qui est sortie de la psychiatrie pour la santé sexuelle, mais ça a été effectivement un diagnostic. Donc nous pensons, parce que nous sommes médecins, pas moi, mais mes collègues médecins, moi psy, universitaires, et nous nous disons que le diagnostic pose problème. Donc en fait, le diagnostic a ouvert son spectre, comme d'ailleurs pour d'autres phénomènes en psychiatrie, ce n'est pas unique ce n'est pas uniquement sur la dysphorie de genre, mais sur d'autres diagnostics aussi. Et la dysphorie de genre suit les autres diagnostics aussi en psychiatrie, avec une ouverture du spectre, ce qui est embêtant parce que ça fait entrer des personnes qui sont pas trans, et notamment des enfants ou des adolescents. Et là, vous avez des personnes autistes, vous avez des adolescents en dépression, quand même beaucoup, hein, des adolescents en dépression, et surtout après le Covid, on a quand même beaucoup d'adolescents en dépression, des adolescents et surtout des filles anorexiques, des filles et des garçons qui se scarifient. Donc là, c'est un symptôme, pas un diagnostic, c'est un symptôme. Ces jeunes-là présentent ces symptômes. Ces jeunes-là, alors on me dit, oui, mais ça n'a rien à voir. On va pouvoir vous dire, mais ça n'a rien à voir. Vous voyez, donc, ce, ce que nous interrogeons là aussi dans ce livre, c'est que par le biais du diagnostic, nous avons ouvert la possibilité, en tout cas pour des médecins, d'accueillir ces jeunes donc, qui ne sont pas trans, qui n'ont pas ce diagnostic-là, dans un service qui nous interroge. Et en plus, avec également la présence de personnes dites concernées, c'est-à-dire des personnes militantes trans qui sont là aussi pour donner leur avis sur la santé des mineurs. Et puisqu'elles disent que si ces jeunes vont mal, c'est parce qu'il faut qu'elles transitionnent et bloquer leur puberté pour qu'elles se sentent mieux. Donc c'est quand même le propos de ces personnes. D'ailleurs, pourquoi pas, hein, des militants ont droit tout à fait. Le problème, c'est que ces militants interviennent en médecine et sont présents dans les services du genre, et notamment dans ce qu'ils appellent les réunions de concertation pluridisciplinaire, où ils ont aussi voix au chapitre. Voilà, donc ça nous a paru quand même assez interrogeant là aussi, surtout quand ils font taire, parce que quand ils entendent, c'est bien, mais quand ils font taire notamment, il est, d'après les échos quand même qu'on a eu dans ces réunions, c'est qu'il est quand même difficile d'émettre un avis différent.
Là encore, je reviens à l'aspect d'une médecine identitaire avec quand même un comportement d'intolérance, pour pas dire autre chose. Un comportement assez intolérant à l'égard de collègues qui auraient des propos critiques. Ce qui a été le cas pour une collègue à nous dans un CMP qui a dû quitter sous la pression de la personne qui dirigeait la consultation transidentité a dû quitter, étant donné qu'elle émettait, elle, un doute et surtout qu'elle interrogeait, elle souhaitait interroger la demande des jeunes et non pas l'affirmer. Bon, ça a été impossible de rester. C'est là où, encore une fois, vous voyez, tout ça a nourri ce livre. Et d'ailleurs, on le raconte hein, on le raconte aussi dans le livre, c'est-à-dire aussi ces événements qui ne sont absolument pas des épiphénomènes, mais des éléments, des symptômes de l'idéologie. Ce sont des symptômes d'une idéologie de type totalitaire. Ma collègue a voulu que le titre du chapitre dans ce livre qui vient de sortir sur l'obscurantisme, elle m'a proposé l'imposition totalitaire. L'utopie de genre et l'imposition totalitaire. Donc je me permets d'utiliser sa formule d'imposition totalitaire parce que je manie quand même les mots avec prudence. Il faut quand même faire très attention avec ce mot de totalitaire. Hein. Donc voilà, j'étais assez prudente, mais j'ai entendu son imposition totalitaire, c'est-à-dire de type totalitaire, vous voyez, c'est-à-dire avec une grande intolérance, une un renversement des valeurs aussi, c'est quand même ce qu'on observe, hein, un renversement total des valeurs et la différence des sexes qui est complètement niée. Voilà, on annihile complètement la différence des sexes, c'est-à-dire on peut passer de l'un à l'autre par la magie de l'identité de genre, c'est assez facile par un ressenti et un syntagme inventé par les transactivistes qui est complètement, voilà, en tout cas construit par des penseurs, par des penseurs des études de genre. Pourquoi pas, hein, on ne peut pas leur enlever le fait que ce soit des chercheurs, effectivement, mais ça interroge parce que moi je dis toujours, quand c'est à l'université que ce sont euh, des élucubrations à la limite universitaire, mais le problème c'est que ça a eu un impact sur la société, c'est que ces propositions d'universitaires, il y a eu évidemment Judith Butler qui est aussi une militante, hein, en plus d'être universitaire, ça a un impact sur les jeunes, ça a eu un impact sur les adolescents, et c'est pas être réac ou d'extrême droite de dire ça, ce sont des faits, c'est une évidence. Je veux dire, c'est une évidence. Elle a un impact quand vous entendez ces jeunes. Voilà, donc euh, le livre a voulu se saisir de la manière dont à partir à partir de la construction d'une idéologie, à partir de réflexions effectivement de ceux qui sont universitaires, comment ça a impacté aussi la médecine et comment ça a impacté la société et notamment les plus jeunes d'entre eux, c'est-à-dire les adolescents. Voilà, c'est ça aussi que nous avons voulu démontrer. Vous voyez que on tire les fils à chaque fois, nous tirons les fils quand même de ce témoignage parce que tout y est. Ce témoignage dit tout ça, c'est-à-dire comment elle, par le biais des réseaux sociaux, effectivement, elle a, parce que c'est redescendu effectivement au niveau des influences, c'est-à-dire des réseaux sociaux qui sont un lieu de propagande, on peut dire ça peut être un lieu de propagande aussi, les réseaux sociaux, et de diffusion d'idées qui peuvent avoir un impact non seulement sur le psychisme, mais sur le corps d'adolescents. Donc tout ça, vous le tirez du témoignage. Tout est là tout est là. Alors, on a voulu voir dans l'histoire, on a voulu rendre compte aussi de certains phénomènes dans l'histoire. Et donc nous avons parlé du lysenkisme, de la lobotomie, voilà, comparé, mais ça on n'est pas les seuls, d'autres l'ont fait aussi, hein, parce que c'était quand même intéressant de voir que pour la lobotomie, parce que je me suis intéressée, j'ai demandé aux neurologues et certains neurologues qui travaillent avec nous, et il y a un article de chirurgien très intéressant qui montre que, il y avait une majorité de femmes qui ont été lobotomisées. Donc je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant que souvent quand elles avaient des comportements atypiques ou alors on les considérait comme hystériques, et ben elles passaient par la table d'opération et on leur et par le bistouri pour d'une certaine manière les calmer. Donc c'était quand même intéressant de voir que dans l'histoire des femmes ont été lobotomisées. Le
Lysenki, c'est un peu à part, hein, c'est au niveau de la génétique, mais en médecine, on a la lobotomie et on a, alors ce que j'ai découvert, ça c'était assez extraordinaire, euh, c'est les castrations de femmes, hein, au 19e siècle, et qu'on connaît un peu moins. On a pu mutiler des ovaires, le clitoris, l'utérus, et c'est dans un travail universitaire que j'ai trouvé ce magnifique recherche, hein, à partir d'archives de Marjolaine Giraud. Et qui écrit ça, pour soigner toutes ces maladies féminines comme l'hystérie, la nymphomanie ou encore la masturbation, de nombreux traitements étaient donc proposés et testés, ne serait-ce que durant le 19e siècle. Beaucoup de méthodes ont changé, évolué à travers les regards nouveaux des différentes époques, au vu de nouvelles techniques et innovations. Donc en fait, dans l'histoire, on a effectivement mutiler des femmes lorsqu'elles avaient des comportements voilà, de type hystérique, en tout cas quand euh, c'était une réponse aussi de médecins il y a deux siècles, donc sur les parties génitales, hein, des mutilations sur des parties génitales, et en fait c'était tout à fait vertueux parce qu'on pensait faire du bien. On pensait guérir ces femmes d'un mal dont on ne comprenait pas grand-chose. Finalement, je me dis que Freud a quand même été assez génial parce que Charcot aussi, hein, parce que Charcot a essayé de tirer ces hystériques, essayer de comprendre leur comportement, mais Freud a été assez génial en disant, mais attendez, il faut essayer de les écouter plutôt qu'agir sur leur corps, parce qu'en fait, il y a un truc qui va pas, ça suit pas du tout l'anatomie, là, leur paralysie, enfin, il s'est vraiment interrogé. Mais avant Freud, effectivement, et même après Freud, parce que ça a continué, on pouvait mutiler des femmes pour leur faire du bien, pour qu'elles ne souffrent plus. Vous voyez le parallèle? Alors, vraiment mutandis, comme on dit, c'est-à-dire surtout en gardant bien de comparer, mais en gardant les choses parallèles. Je veux absolument pas dire que c'est exactement pareil, mais c'est juste, on a voulu mettre en parallèle des choses, et surtout, c'était l'aspect vertueux de ces médecins de vouloir leur faire du bien. Et aujourd'hui, c'est quand même ce qui est dit, c'est-à-dire quand on leur coupe les seins, c'est pour leur bien. C'est pour qu'elles se sentent mieux dans leur corps, étant donné que c'est tellement insupportable ce torse qui ne ressemblent pas au torse qu'elles ont tellement, ce torse dont elles veulent, c'est-à-dire un torse dont des seins n'ont rien à faire là. Donc, ces médecins font du bien en coupant. Encore une fois, attention, parce que c'est quand même cette pratique en France, elle est très peu pratiquée. Je crois que là, on le dit dans le livre. C'est pour ça que j'appelle vraiment à la nuance. Mais comme dit Caroline, elle dit souvent, Caroline Lachelle, c'est toujours une de trop. Et je suis assez d'accord. C'est pas parce qu'il y en a peu que on doit ne pas penser cette pratique, parce que je trouve que c'est quand même faire une double mastectomie pour des filles qui ne sont pas bien dans leur corps et qui disent, alors ça c'est leur terme, avoir une dysphorie des seins, c'est-à-dire qu'elles se sentent pas bien du tout avec ça. En gros, quand vous traduisez, c'est qu'elles n'aiment pas du tout. Voilà, mais combien de filles n'ont pas aimé leur sein? Énormément de filles de tout temps ont eu aussi beaucoup de mal à la puberté avec leur poitrine. Donc, vous voyez, c'est quand même assez interrogeant que c'est pas, c'est pour ça que je dis que le truc est assez perverti parce qu'en même temps, c'est au nom du bien. Et là, à l'époque, c'était aussi au nom du bien. Mais en même temps, on sait que c'était aussi pour contrôler leur corps et leur sexualité. Donc, vous voyez, on pose la question, on n'affirme pas là, on dit, mais est-ce qu'ils voulaient vraiment les soigner ou est-ce que ils voulaient contrôler leur corps et leur sexualité? C'est des questions qui se posent, en tout cas dans l'histoire, on a plus de recul avec ces pratiques. Et surtout, nous, psychanalystes, savons ce que c'était. La psychanalyse est née à partir de ça, il faut quand même le dire. Elle est née à partir de là, c'est-à-dire en disant, on ne peut pas prendre au mot, prenons un peu de distance avec les mots des patients. Si elles nous disent les propos que pouvaient dire les hystériques, effectivement, et en tout cas les mots MAUX, c'était les mots et les mots, il fallait peut-être pas, il fallait faire quelques pas de côté pour entendre ce que ça voulait dire ces paralysies, ces comportements, ces crises sclastiques. Enfin, il y avait toutes sortes de choses assez extraordinaires et assez démonstratives. Et on a voulu prendre un peu de distance, les psychanalystes ont voulu prendre un peu de distance avec ces comportements assez spectaculaires. Et effectivement, on était du côté d'un spectacle, d'où l'idée d'hystérie, de monstration. Il y avait du spectacle, mais
on a remarqué aussi que plus le médecin allait dans le sens du patient, plus elle faisait ses crises. Et c'est un peu quand même ce qui peut se passer avec ces jeunes, parce que quand en face vous avez une certaine autorité, je crois que le mot est intéressant, c'est-à-dire une autorité, c'est pas du tout l'autorité. L'autorité, c'est ce qui fait grandir. L'autorité, c'est à un moment donné, c'est un adulte bienveillant qui met des limites. C'est ça l'autorité. L'autorité, ça vient d'auteur. Hein, c'est comment faire grandir. C'est ça l'autorité. Donc comment faire grandir le jeune? C'est-à-dire en n'acceptant pas tout ce qu'il veut. Et en prenant aussi de la hauteur par rapport aux jeunes, c'est pas de la supériorité, mais c'est de l'autorité, et en lui disant, attends, attends un peu, ce que tu es en train de dire, je l'entends, mais pas tout de suite. Voilà, c'est mettre un peu de la distance avec ces mots et ces mots, M-A-U-X, M-O-T-S, et trouver effectivement une façon de leur permettre en s'appuyant sur le transfert, c'est ça quand même aussi le travail du psychanalyste, s'appuyant sur la relation, comment l'aider en supportant sa douleur, mais non pas en y répondant. Et c'est ça aussi la question des médecins qui ne supportent pas la douleur. En fait, je pense qu'ils ne supportent pas la souffrance, ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais ils y répondent de manière incongrue, alors que le jeune aurait besoin effectivement pas forcément d'une réponse. Je pense qu'il y aurait besoin d'un espace pour sa parole. Et on n'a pas besoin toujours d'y répondre. On a besoin effectivement, alors il y a toutes sortes de choses, il y a des médicaments aussi qui permettent aux jeunes, c'est encore différent, les antidépresseurs, je pense qu'il faut aussi, et c'est très intéressant de travailler d'ailleurs en binôme avec un psychiatre, psychologue, enfin, un médecin et un psy, pour effectivement donner aussi la possibilité d'apaiser des angoisses. Donc c'est pas du tout, c'est quelque chose qui peut se faire, mais vous voyez, c'est créer des espaces transitionnels, c'est créer ces espaces de création, parce que je crois beaucoup à la création pour ces jeunes, et quelque chose de tisser quelque chose avec eux en inventant en tout cas un dispositif. Il faut toujours inventer un dispositif nouveau avec ces jeunes, avec des adolescents. On ne fait qu'inventer toujours un dispositif nouveau à partir évidemment d'un cadre qui est commun à nous tous, mais en même temps en inventant à chaque fois. Et ces jeunes ne se ressemblent pas. Leurs discours, certains discours sont des discours complètement surfaits, c'est clair, mais quand vous avez dépassé ce discours surfait, vous découvrez l'être même de l'adolescent, c'est-à-dire avec une authenticité. Et vous n'avez pas ça quand vous avez des discours empruntés. Et malheureusement, encore une fois, quand on est idéologue, et je pense quand on est idéologue, on encourage ce discours et on l'alimente. Alors que si le médecin, effectivement, prenait un peu de distance, je pense que ça retombe à un moment donné. Le jeune, à un moment donné, lâche ces objets, hein, que sont ces objets, ces mots objets, parce que ce sont des mots emprunts et ce ne sont pas des mots authentiques. Vous sentez qu'il n'y a pas d'authenticité à ce moment-là quand ils disent j'ai mon sexe assigné à la naissance, ou c'est complètement emprunt, et je pense qu'on peut dépasser ça avec le jeune à condition effectivement d'une bienveillance, de surtout pas contrer le jeune, c'est évident, mais en tout cas avec une bienveillance. Donc je reviens sur cette idée parce que je reviens à la naissance en fait de la psychanalyse. C'est pas étonnant que ce soit dans pas mal de pays des psychanalystes qui ont été des lanceurs d'alerte. Parce il y a quand même une distance par rapport au corps. Les psychanalystes ont été des médecins, faut toujours le rappeler. C'était des médecins, les psychanalystes. Et ça, c'est né, sans la médecine, je pense qu'il n'y aurait pas eu psychanalyse. C'est né sur le terrain même de la médecine et du corps. Mais pour prendre cette distance, vous voyez, par rapport aux mots MAUX, pour redonner des mots aux mots, effectivement, c'est ce qui, à mon avis, a lieu de faire. Et c'est ce qu'a fait Freud, qui a permis quand même qu'on mutile un peu moins certainement ces femmes hystériques. Donc, vous voyez, ces pratiques ont eu un succès incroyable en 1870. Un succès incroyable euh, pour toutes sortes de pathologies, entre guillemets. Ils appelaient ça des pathologies comportementales et ça servait donc à résoudre des problèmes comportementaux en mutilant, en retirant un utérus, des ovaires ou un clitoris. Bon. Donc ils ont donc les premiers à avoir commencé d'ailleurs, c'est les Anglais. C'est des chirurgiens. Ça a été effectivement en Angleterre. Hein. On a eu ça en Angleterre. Donc il y a Lacker aussi, Thomas Lacker, qui raconte bien l'histoire des castrations féminines. Et donc
effectivement, vous voyez que quand on comprend pas, ça montre aussi que quand on comprend pas, on agit je pense aussi l'angoisse pour l'humain est absolument insupportable. L'impossibilité de répondre à une souffrance crée de l'angoisse certainement chez le médecin. Donc, trouver ces solutions est certainement rassurant aussi. Mais est-ce que ce sont les bonnes solutions? C'est ça que l'histoire nous dira, parce que pour cette histoire-là, c'est terminé. On mutile plus, si malheureusement, on mutile des filles, mais ça, c'est pas les médecins qui le font. On sait pourquoi on mutile ces jeunes filles hein, dans l'excision, mais c'est encore dans des pratiques rituelles. Mais par contre, on n'a plus les castrations de femmes, mais ça serait complètement... En fait, les mêmes qui aujourd'hui s'opposent à nous sauteraient en l'air si on apprenait qu'on mutile des femmes en leur retirant un clitoris. Mais c'est quand même ce qui se passe pour certaines filles. Voilà. Mais bon, je pense que je vais pas faire toute l'histoire de ces castrations, mais c'est très intéressant parce qu'on y trouve la mutilation d'un organe féminin. Voilà, c'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille. Et on s'est dit, c'est quand même intéressant que des hommes, ça a été pas mal à l'époque, des hommes, bah oui, il y avait quasiment que des hommes médecins, mais pratiquaient effectivement les mutilations sur les femmes. Et on s'est demandé effectivement pourquoi sur les femmes et dans quelles circonstances. Et vous voyez que ça, il y a quand même quelque chose qui nous doit nous interroger avec aujourd'hui, puisque on a affaire à des comportements qu'on ne comprend pas. Alors, qu'on ne comprend pas au niveau comportement. Par contre, la facilité, j'allais dire, c'est de dire ils sont trans. Bon, évidemment, vous plaquez là que c'est pas- vous plaquez une doctrine, c'est une doxa. Ça n'est pas un savoir. On a une doxa puisqu'elle vient du monde transactiviste, effectivement, qui ont manifesté. Et d'où ça vient d'ailleurs, d'où ça vient, c'est que simplement ces personnes trans qui ont été opérées, elles, à 50 ans, d'ailleurs, des hommes transidentifiés, donc des femmes trans, 50 ans, 60 ans, on dit à quel point ils souffraient enfants. Et que comme ils ont souffert enfants, eh ben, il fallait intervenir plus tôt. C'est ça le discours des personnes, notamment transactivistes, que vous retrouvez dans les milieux médicaux, qui disent, mais c'est intolérable, nous on a tellement souffert, faut pas faire souffrir ces enfants. Vous n'êtes pas pour le bien, vous ne voulez pas le bien des enfants. Vous voyez comment on retourne effectivement ce discours, qui est un discours victimaire, qui est retourné. Pour une victime, il faut un bourreau. Nous sommes effectivement ceux qui font le mal aux enfants. Vous voyez comment, et effectivement, ça vient intimider, ça décompose littéralement tous nos collègues qui ne peuvent plus, qui ont tellement peur d'être des méchants que vont accéder. Alors, soit ils accèdent à la demande, soit ils sont dans le silence le plus total. C'est quand même à ça que nous sommes confrontés aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est-à-dire un silence du monde médical en France, hein. Là, je parle pour la France parce que ça a bougé en Angleterre. Malheureusement, en France, nous sommes face à un silence. Alors, nos amis médecins, évidemment, ont réagi depuis longtemps. D'ailleurs, certains collègues, là, une des premières, Nicolas Théa, qui a bien connu, voilà, et qui a réagi, mais en dehors du monde hospitalier. Moi, je parle là du milieu hospitalier où nous n'avons pas de réaction dans le milieu hospitalier, mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu quand des revues systématiques de preuves vous montrent qu'il n'y a pas de preuves suffisantes, que les qualités sont faibles, la qualité des preuves sont faibles, mais n'importe quel médecin remettrait en question sa pratique. Voilà pourquoi nous parlons de serment d'Hippocrate, parce que ce sont davantage des croyances qu'un savoir médical. Nous sommes en train de glisser vers des croyances. Et donc, c'est là où nous alertons pour dire attention, là, des limites sont franchies dans le milieu médical. Euh, voilà, donc c'est l'objet du livre. Là, on est au cœur même de notre livre, hein, puisque en partant de ce témoignage, nous sommes au cœur même du livre, c'est-à-dire le glissement d'un savoir à une croyance. Et là, nous sommes effectivement, d'où le mot sermon. Effectivement, c'est que nous passons là à des croyances et que, alors, est-ce qu'il y a une conscience ou pas? Je dirais je mettrai pas tout le monde dans le même. Je pense qu'il y a certainement des médecins qui s'interrogent. C'est pas possible autrement. Je pense qu'il y a des médecins qui s'interrogent, mais il y a une pression. Il y a une pression avec ce sujet. Vous avez remarqué, c'est pour ça qu'on a été attaqué. Voilà. Donc il y a la peur aussi. Il y a aussi quand même la peur qui intimide et qui fait qu'on ne peut pas réagir et qu'on ne peut pas
émettre un autre avis que la doxa et que l'avis consensuel. C'est-à-dire actuellement en France, le consensus, c'est de s'appuyer sur la WPAS. Donc l'organisme, vous connaissez, hein, de la médecine transgenre, qui est plutôt plus, là aussi, qui a glissé vers un militantisme, et notamment le PAS, qui est sa branche européenne. Effectivement, il s'appuie plus ou moins sur ces directives, c'est-à-dire avec les bloqueurs de puberté, hormones croisées à 16 ans, et éventuellement une pratique chirurgicale, mais pas forcément. Ils attendent peut-être, ça c'est pas faux d'ailleurs, qu'ils attendent. En France, en tout cas, il y a des mastectomies uniquement donc pratiquées chez les mineurs. Il n'y a pas d'autres mutilations, d'autres opérations sur les mineurs que la mastectomie. Donc, on va nous dire, alors on va nous lancer des chiffres, mais vous n'avez pas de chiffres. Ça, c'est l'argument habituel. Or, il y a des chiffres. Bon, il y a effectivement une augmentation des mastectomies en France, même si ce qu'on a comme chiffres officiels sont effectivement pas nombreux, mais moi je pense c'est très compliqué en France, hein, en médecine d'avoir des chiffres. L'Antirim l'a confirmé. Effectivement, c'est très difficile d'avoir des chiffres sur plein de domaines, mais en tout cas sur celui-ci aussi, il y a donc quelques chiffres. Bon, mais moi je suis pas, ça me suffit pas non plus, moi, les chiffres. Je m'intéresse quand même beaucoup aux idéologies. C'est quand même mon domaine. Comment l'idéologie, effectivement, et comment le discours, hein, vous voyez, imprègne un savoir et dévoie un savoir et des pratiques, parce que c'est pas seulement un savoir, on a des pratiques et des pratiques médicales. Donc, c'est quand même ça qui est assez inquiétant. Et le risque, encore une fois, c'est vrai que la France n'est pas au niveau des États-Unis, ni l'Angleterre on avait 6000 demandes par an au GIDS avant que ça ferme. Vous imaginez, ça a fermé il y a un an. Ça fait tout juste un an. 6000 demandes, mais c'était complètement fou. Il n'y a pas ces chiffres-là en France. C'est évident. On a par consultation des chiffres qui sont moindres. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, ça n'est pas tant les chiffres des services du genre. Ce qui m'inquiète, ce qui m'interroge, c'est l'identification de 75% de filles à un genre, entre guillemets, qui ne serait pas le leur. Et on a quand même 8% de filles qui ne se reconnaissent pas, en tout cas de filles entre 16 et 25 ans, donc je parle de mineurs et de jeunes majeurs, d'adolescents et de jeunes majeurs qui ne se reconnaîtraient pas dans leur sexe. Voilà. Et c'est quand même énorme, 8%. C'est plutôt ce chiffre-là. Là encore, c'est basé sur des sondages d'opinion, donc je suis très prudente aussi sur les sondages d'opinion. Mais ça dit quand même, et c'est ce que tout le monde voit, c'est-à-dire qu'il suffit que vous parliez à n'importe qui, votre voisin, le médecin, tout le monde aujourd'hui a eu une situation d'un jeune, d'une jeune qui a voulu changer de genre, qui s'est fait appeler. Tout le monde a ça aujourd'hui. On se serait parlé il y a 10 ans, personne quasiment n'aurait entendu parler de ça. Il y a 10-15 ans, quasiment personne. Aujourd'hui, tout le monde a dans sa classe, dans son milieu professionnel, enfin bref, chez les jeunes, je parle que des jeunes, on va dire jusqu'à 20, 22, 25 ans. Tout le monde a entendu parler. Donc il y a quand même il se passe quand même quelque chose. Ils pratiquent, d'accord, ils vont pas tous être médicalisés, mais quand même, ça peut être un risque si vous pensez que vous n'êtes pas dans le bon corps, si vous pensez que vous n'aimez pas votre corps. D'accord, ils veulent pas faire de chirurgie tout de suite. Mais qui nous dit que dans un an, 2 ans, s'ils maintiennent un tel discours et si en face, il y a personne pour leur dire qu'il faudrait peut-être que s'ils sont pas bien dans leur corps, aller voir un psy et travailler ça, qui nous dit que dans 2, 3 ans, ils ne vont pas faire quelque chose? Aujourd'hui, on a, je pense, grâce à tous nos collègues et grâce à l'Observatoire et tous les collègues qui ont écrit des livres, des articles, on a réussi à freiner ça. Je suis quasiment sûre que nous sommes arrivés à freiner grâce aux parents aussi, les parents qui se sont mobilisés, grâce à vous, aux féministes évidemment. Mais pour les mineurs, je pense qu'effectivement, nous avons, grâce aux parents, vraiment permis de freiner un peu parce que les parents aussi se sont interrogés et inquiétés. Il suffit de ça pour comprendre le problème. On n'a pas besoin de chiffres. Voilà, mais je sais que dans certains milieux et chez les politiques, ils ont besoin de chiffres, c'est vrai, mais il suffit de voir ça, il suffit d'entendre les parents, comme nous l'avons fait. Nous l'avons fait là dans le livre et c'est un magnifique témoignage. Moi, ça me suffit d'avoir un témoignage comme ça et en plus, ces témoignages qui se sont répétés, des centaines de témoignages, pour comprendre qu'il y a un problème, qu'il faut réfléchir au phénomène. Voilà, donc l'idée, c'est d'y réfléchir. Nous ne pouvons, nous, pas faire plus.
Nous ne sommes pas à l'hôpital aujourd'hui. Il faudrait être dans les milieux hospitaliers pour freiner, je pense, ce phénomène. On espère que la demande va s'atténuer, qu'il y aura effectivement moins d'adolescents qui arrivent dans les services pour que les services un jour peut-être ferment et passent à autre chose. Voilà, c'est quand même l'idée, c'est qu'il y ait moins de demandes, qu'on arrive comme en Angleterre, Hilary Cass a préconisé une réorientation de ces jeunes vers des services classiques de pédopsychiatrie, avec évidemment qu'on les prenne en charge. Ils ont cette demande de dysphorie de genre, ça, elle en convient, mais qu'il faudra, elle dit, un traitement psychosocial, psychothérapeutique, holistique, comme elle dit. Bon, ça c'est le rapport Cass qui a quand même fait une révolution en Europe et je pense que ça aura un impact. Alors, ça a un impact dans certains pays. Malheureusement, en France, il a assez peu d'impact au niveau des institutions, des institutions qui font autorité, hein, comme la haute autorité. Voilà, je crains que ça n'a pas encore d'effet, mais je suis assez optimiste parce que je pense que les choses ont besoin de temps parfois. Il faut du temps pour comprendre, il faut du temps pour changer, et donc nous espérons que dans quelques années, les choses vont vraiment être, voilà, ces jeunes n'auront plus la même demande, n'auront plus à mon avis, ça sera d'autres. Je pense qu'ils formuleront leur malaise autrement. Déjà aujourd'hui, je pense que la demande est un tout petit peu différente. J'ai vu quand même l'évolution en 5 ans. On a des demandes un tout petit peu différentes qui arrivent parce que tous les jeunes ont entendu parler, ont entendu dire que non, ben, peut-être qu'il ne faudra pas médicaliser. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se sont renseignés. Figurez-vous que ces jeunes se renseignent. Hein. Ils adhèrent pas comme ça. Je crois qu'il faut pas prendre. J'ai parlé d'emprise sectaire, mais c'est vrai que quand on est pris par des idéologies et par des radicalités idéologiques, on peut effectivement ne plus arriver à penser par soi-même. Mais ce n'est pas le lot de tous les jeunes. Tous les jeunes qu'on voit ne sont pas sous emprise sectaire. Certains oui, d'autres non. Chez certains, il y a plus de doutes. Et c'est peut-être avec eux qu'on va arriver à travailler, ceux qui ont un peu plus de doutes. Je crois que j'ai dépassé le... On arrive à la... Non, 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 pas, de toute Non, façon, ça va? on a le temps. Dans ce dont vous avez parlé, moi, c'est vrai que le témoignage, il y a une chose qui m'a vraiment marquée à un moment donné, cette jeune fille, donc elle dit, elle écrit à la suite de ce qu'elle a vécu, elle écrit un journal et elle dit: «Quand j'allais, à l'abri, j'avais peur de ne pas paraître assez trans». Exact, tout à fait. Et ça, moi, j'ai dit: «Mais c'est pas possible, en fait». Ça veut dire que, tous les professionnels de santé ou tous les parents qui sont dans une approche exploratoire, on leur reproche de vouloir faire de la thérapie de conversion, mais avec qui cette jeune fille se sent à l'aise pour exprimer ce qu'elle est, avec son papa qui met en place plein de choses pour justement explorer, il invente plein d'outils, enfin, c'est vraiment, le papa qui essaye d'exercer réellement son autorité C'est parentale et ça. non pas la puissance paternelle. C'est C'est vraiment, exactement on est ça. dans l'autorité parentale bienveillante et pour le développement de l'enfant. Et par contre, face à ces gens de l'association L'Abri, là, elle se sent obligée quelque Oui, part de jouer un rôle parce qu'elle a peur de pas être assez trans. c'est Ça ça. c'est Ben, parce elle a été accueillie. En fait, elle dit bien, j'allais dire presque piégée. Parce qu'en oui, fait, elle entre dans un univers, c'est ça c'est ça l'emprise sectaire. Et elle se conforme à la demande aussi les oui, éducateurs, des personnes qui sont là. Elle est aimée. N'oubliez pas que ces jeunes ont besoin d'amour. Elle est aimée. Elle est aimée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire en tant que jeune qui se dit garçon. On l'aime comme garçon, on l'aime comme trans, et que les parents sont mauvais, tes parents ne comprennent pas, il faut couper avec tes parents. Donc, vous voyez, elle entre vraiment, c'est vrai que ça rappelle l'entrée dans une secte, et plus elle entre là, plus elle est, ça veut bien dire qu'elle n'était pas, qu'elle pouvait encore, il pouvait y avoir encore du jeu avec elle-même ses croyances. Vous voyez, ça bougeait encore un peu. Sauf que quand vous rentrez là-dedans, vous n'avez plus de jeu. JEU et JE d'ailleurs. Vous êtes pris par le surmoi sectaire. Hein. En fait, c'est ça les sectes. C'est dirigé par. Enfin, c'est vraiment le surmoi qui surplombe, qui surplombe la communauté. Et donc, vous êtes happé vraiment par le discours. Et en plus, c'est très bienveillant. C'est très bienveillant et c'est aimant. Et quand vous avez des jeunes qui sont tellement en mal d'amour, vous ne pouvez être que gratifiant et vous ne pouvez être que capté par
par le discours. Capter par le discours suppose aussi qu'il y a un retour que vous faites, c'est-à-dire de faire comme ils veulent eux. Et c'est vrai que je crois qu'à un moment donné, elle a compris quand son père, parce qu'il faut quand même, il s'est vu avoir un signalement hein, par les services sociaux. Il s'est vu signaler pour maltraitance parce que ils l'ont signalé. Oui, L'abri, j'ai failli dire le nom du, oui, je l'ai failli mais aussi. l'abri, ils ont signalé le père Oui, comme maltraitant. Donc il s'est vu flanqué d'assistants sociaux qui ont débarqué et même quand la fille a écrit, parce qu'en fait, ils n'avaient pas de nouvelles d'elle. Et ça les a inquiétés. Ils ont pensé qu'en fait, elle était malmenée par les parents et notamment par le père, parce que c'est surtout le père qui ne souhaitait pas. Et donc, il s'est vu. Donc, ils n'avaient pas de nouvelles de la jeune et ils se sont inquiétés. Ils ont alerté les services sociaux. Non, mais vous imaginez le truc, en fait, c'est que ça, elle était déjà un peu sortie de là. Et donc, elle, quand elle a vu ça, elle dit, mais ça va pas, non, mais moi, c'est pas. Elle leur a écrit une lettre. Et même avec la lettre, ça n'a pas marché en disant, il l'a pensé elle-même sous influence du père, alors qu'en oui. fait, ça allait déjà un peu mieux. Mais en fait, moi, j'ai trouvé très intéressant parce que j'ai vu depuis quelque temps dans le milieu du travail social, il y a 10, 20 ans, on utilisait beaucoup l'autonomie. On parlait d'autonomie, d'autonomiser les personnes, c'est-à-dire de leur permettre d'arriver à intégrer certains repères qui, au fur et à mesure, ne viennent plus des parents, mais on les assimile. Enfin, c'est l'enfant qui va les assimiler ces repères, ces règles et ce cadre, et donc devenir autonome. Et depuis quelque temps, il y a un nouveau mot qui apparaissait, c'est l'autodétermination. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je commence un petit peu à comprendre. Et cette autodétermination que vous mettez que vous comparez à cette autonomie, ça m'a beaucoup éclairé parce que ça m'avait vraiment posé question. C'est tout à fait ça, c'est qu'à un moment donné, en tant qu'adulte, on va complètement se déresponsabiliser de l'obligation qu'on a vis-à-vis des enfants, notamment la circulaire Blanquer qui dit bah, s'il y a une petite fille qui est pas d'accord pour qu'un garçon vienne dans sa chambre, bah, elle le dit. Et c'est pas l'adulte qui pose le cadre Oui, c'est de la ça. non-mixité des classes. Et en fait, on se déresponsabilise complètement. Et quand on est face à un papa qui, lui, assume son rôle d'autorité parentale en essayant de lui apporter l'autonomie, c'est-à-dire il autonomise sa fille en l'aidant à réfléchir à qu'est-ce qui lui ferait du bien. Donc là, on est C'est ça. vraiment dans une recherche d'autonomisation, de C'est la ça. faire réfléchir par elle-même et eux sont dans l'autodétermination. Mais quel est le meilleur moyen de manipuler quelqu'un? Moi, j'avais été passionnée par les travaux de Beauvois et Joulet, enfin, de psychologie sociale, sur en fait l'importance de donner l'impression à la personne d'être libre pour pouvoir la manipuler. Oui, c'est Et là, ça. on est complètement là-dedans. Et cette autodétermination, j'ai l'impression que c'est ça un meilleur moyen de prendre pouvoir en fait sur l'autre. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que vous l'avez vu, cette opposition entre autonomie et Oui, autodétermination, vous avez mais raison. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que l'autonomie suppose l'autorité, alors que oui, l'autodétermination, il n'y a plus d'autorité. oui. Il n'y a plus l'autorité considérée comme maltraitante, hein. C'est-à-dire que là, le père notamment, d'ailleurs, les parents sont considérés comme maltraitants et donc on leur demande de ne plus intervenir dans les choix de leur enfant. C'est ça l'autodétermination. Intéressant, c'est un mot qui vient du droit, hein, ça vient des pays, d'autodétermination des pays, la non-ingérence hein, aussi, et la possibilité d'être autodéterminé, ça vient du droit, tout ça. Et donc alors que c'est pas le cas pour un individu, il peut pas être autodéterminé, il peut s'autonomiser, c'est ça grandir, hein. Grandir, c'est peu à peu se singulariser pour se détacher des parents et pour effectivement, et ça prend du temps. On sait comme nous psy, quand on voit les adultes aujourd'hui, qui encore aujourd'hui, quand ils font un travail sur eux, à quel point c'est encore cette difficulté à subjectiviser, à prendre en compte leurs désirs à eux et en se désaliénant du désir de leurs propres parents, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc la singularisation, l'autonomisation prend du temps et notamment à l'adolescence. C'est le propre de l'adolescence d'ailleurs. C'est le propre effectivement
effectivement de l'adolescent que de s'autonomiser, effectivement en étant parfois en conflit aussi avec avec les parents. Bon, mais ils sont dans un jeu aussi de le conflit, c'est intéressant, à condition que les parents tiennent. Pour qu'il y ait du conflit, il faut aussi qu'il y ait un parent qui garde le cadre. Sinon, il n'y a plus de conflit. En fait, là, il y a une absence de conflit. En fait, on n'a plus de conflit. Vous voyez, le conflit, c'est la possibilité aussi de la singularisation, de la subjectivation. Le conflit est nécessaire pour devenir soi. Or là, vous enlevez le conflit, puisqu'il n'y a plus d'autorité. Mais c'est terrible parce que ça me rappelle, enfin vraiment, cette autodétermination, je trouve que, enfin, j'ai l'impression, pour avoir lu Vanessa Springora, en fait, j'ai l'impression que le fait de laisser l'impression que la personne est libre, c'est le meilleur moyen d'être dans la toute-puissance vis-à-vis de la personne, en fait. C'est-à-dire Eh qu'on n'est oui, plus dans l'autorité qui permet l'autonomie, mais en fait, en donnant l'impression à cet enfant qu'on le laisse libre, la victime se rend même plus compte qu'elle subit bien sûr, un pouvoir tout puissant finalement, alors que l'autorité, c'est pas tout puissant, c'est dans l'intérêt de l'enfant. bien sûr. Et on a vraiment l'impression qu'il y a une prise de pouvoir, et elle ne se rend même plus compte que elle essaye de paraître assez trans, mais quand on y Oui, c'est repense ça. après coup, c'est effrayant. Ils sont dans Mais la toute-puissance vis-à-vis d'elle, en fait. exactement, et c'est exactement les témoignages que j'ai de patients qui sont sortis, qui sont sortis, voilà, qui ont enfin, désisté, comme on dit. Enfin, et ils disent, mais en fait, au fond de moi, et j'en ai une qui m'a dit, mais au fond, au fond, au fond, je savais que j'étais pas un garçon. Mais en fait, le regard extérieur ne lui permettait pas de le dire. Elle avait peur de passer pour une, elle s'était tellement affirmée qu'elle avait beaucoup de mal à revenir à finalement un discours. Alors que bon, elle s'invente, elle avait pas, elle n'était pas entrée dans une association. C'était la différence. Mais elle avait, vous voyez quand même la crainte du regard extérieur, d'être complètement de passer pour pas sérieuse ou pour, pour quelqu'un qui change d'avis. Donc, en fait, certains jeunes, vous sentez qu'il y a ce doute au fond, comme je reprends toujours comment on dit ça, pas une onomatopée, mais en fait, au fond, effectivement, c'est vraiment pour dire qu'il y avait cette petite voix, mais que personne n'avait entendu cette petite voix. Personne ne l'avait entendue parce qu'en fait, elle aurait eu quelqu'un qui entend la petite voix. Elle aurait pu peut-être, vous voyez, ressortir de là, mais elle avait personne pour entendre la petite voix. Donc elle s'était engouffrée dans quelque chose, elle-même n'arrivait pas à sortir. Alors pire encore, quand vous entrez dans un lieu qui n'a absolument aucune nuance et que des certitudes. C'est le cas de ces lieux. Évidemment qu'ils sont bien, oui, ils peuvent leur apporter le couvert, le refuge. Ils peuvent leur apporter tout ça parce qu'ils sont vraiment. C'est vrai qu'il y a, bon, il y en a pas beaucoup, mais il y a quelques mineurs quand même qui ont quitté le domicile parental et se sont retrouvés dans ces lieux. Donc voilà. Et oui, ils accueillent, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, c'est même soutenu. Ils ont des financements ces lieux-là par les, voilà, par certains. Bon, j'en dis pas plus, mais euh, c'est, c'est effectivement assez problématique étant donné que ça n'aide pas, encore une fois, le jeune à s'autonomiser, en tout cas, ou à une prise de conscience, mais à l'enfermer encore davantage dans des croyances. Voilà, le problème, il est là. Je reviens à ce mot de croyance parce que c'est quand même le cœur du livre. Mmh. Et vous savez que les croyances sont pas du tout inintéressantes. On- une croyance est intéressante à condition qu'on sache qu'on croit. Si on sait qu'on voilà, c'est intéressant quand on sait qu'on croit. Voilà, c'est la différence avec les croyances qui sont des, finalement, qui deviennent des idéologies et qui deviennent non pas, et qui engouffrent finalement dans de l'irrationnel. En fait, les croyances, pour ça que je trouve la croyance peut être intéressante à condition qu'on puisse revenir au monde rationnel, vous voyez, et avoir aussi pourquoi pas un monde d'imaginaire, de fantasmes et pourquoi pas d'irrationnel, c'est pas un problème. Mais là, vous coupez du rationnel. Là, ce qu'on a, c'est qu'on coupe du rationnel, on coupe de la réalité, on coupe du vrai pour aller dans quelque chose de factice.
Vous voyez, c'est là le danger quand même, hein. C'est surtout, encore une fois, je parle des adolescents, parce qu'à l'adolescence, si vous embarquez des adolescents dans des, là où ils cherchent justement à frayer une voie dans le réel, dans le monde, dans le monde, et que vous le coupez de ce réel-là, vous l'enfermez. Et alors qu'il est déjà enfermé dans des pensées parfois effectivement qui s'imposent à lui, hein, dans des pensées obsessionnelles, parce que ces jeunes-là ont ces pensées obsessionnelles, hein, des ruminations. Si en plus vous l'enfermez dans une croyance, ça risque de poser problème. Je dis pas que tous les jeunes, ça pose problème pour tous, mais je reviens encore une fois à cette nuance que j'aime bien donner. C'est surtout pour ces jeunes qui sont fragiles. Surtout pour les jeunes qui présentent, on dit des comorbidités, mais surtout une psychopathologie, tout simplement. Nous parlons finalement que c'est de ces jeunes-là. Les jeunes qui vont pas bien, qui ont des problèmes qui ont parfois des problèmes importants, qui ont été hospitalisés, qui ont fait des tentatives de suicide, et pas à cause de ça, hein, pas à cause parce qu'ils sont trans, mais ils sont fait. Avant même, il y avait déjà une dépression qui était parfois sous-jacente, qu'on n'a pas toujours détectée, ou parfois même des agressions. Il y a eu parfois pour certaines filles, hein, des agressions effectivement. Donc, il faut d'abord arriver à comprendre, mettre un vrai diagnostic. En fait, voilà, il faudrait un vrai diagnostic et pas un diagnostic qui est un diagnostic iatrogène. J'aime bien l'idée de ce diagnostic iatrogène, c'est-à-dire que c'est un diagnostic qui embarque là-dedans, qui crée la dysphorie de genre. En fait, c'est un diagnostic qui crée réellement de la dysphorie de genre. Bon, de toute façon, ce syntagme me pose problème depuis pratiquement le début, et c'est pour ça que j'avais proposé transidentification pubertaire, et là maintenant nous avons, donc c'est un des derniers chapitres, proposé un autre, on l'a appelé une proposition clinique sans prétention. On a parlé d'ASP. Angoisse de sexuation pubertaire, puisque c'est vraiment ce à quoi on assiste, c'est vraiment ce qu'on voit chez ces jeunes, des angoisses par rapport au développement de leur corps, c'est surtout centré sur les parties de leur corps, ou pour les garçons, c'est différent chez les filles. Alors, chez les filles, c'est les parties de leur corps, c'est les seins, les hanches, les épaules, et chez le garçon, alors les garçons, c'est intéressant, ce qu'ils peuvent vous dire, c'est la carrure. La carrure, ah ben c'est ma carrure. Et c'est des garçons qui ne veulent pas apparaître comme des machos. Vous avez des jeunes garçons qui veulent pas apparaître comme en ayant un modèle en tête. Voilà, ah, je veux pas être comme mon père macho, ou je veux pas être comme. Et en fait, c'est des jeunes, alors parfois homosexuels, effectivement, qui ont du féminin en eux, enfin, qui ont voilà, et qui ne veulent pas être. Alors, vous voyez à quel point c'est régressif, c'est qu'on revient à des stéréotypes. C'est-à-dire, une fille, c'est comme ça, et un garçon, c'est comme ça. Donc, une fille, si elle est masculine, eh ben, elle doit être un garçon. Ah, et un garçon se dit, enfin, qui se sent un peu féminin, me dit, oui, mais je me sens mieux avec les filles. Bah oui, mais il y a des garçons qui sont plus féminins, et c'est pas une fille pour autant. Bon, voilà. Vous voyez la régression actuellement? On est dans une régression avec tout le combat des féministes. On en est là aujourd'hui, et certains qui nous disent que c'est nous les transphobes et je sais pas quoi, les extrémistes là. Mais c'est complètement aberrant, complètement aberrant. On est dans une régression. J'ai jamais vu un binarisme comme ça. Nous, on est beaucoup plus fluide qu'eux. Nous, on est dans une fluidité, pas de genre, mais on pense qu'une femme, eh ben, elle peut être masculine. C'est ça la fluidité. C'est pas que quand on est une fille qui se ressent un garçon, qu'elle est un garçon. Non, mais tout s'est retourné. C'est-à-dire, c'est nous qui apparaissons, vous voyez, en régression, réac, d'extrême droite, etc. Alors qu'en fait, c'est eux. Oui, tout à Bon, fait. je le dis avec un peu et c'est vrai qu'on en a ras-le-bol, quoi. On en a ras-le-bol. On vient pas de ce milieu-là, politique. Enfin, c'est aberrant. On n'est même pas politisé. Mais c'est complètement aberrant, ces accusations qui n'arrêtent pas. Et dans tous les, alors là, et en plus, ils s'appuient. Alors ça, c'est quand même intéressant. Ils vont s'appuyer sur Mediapart et sur Wikipédia pour le dire. Quand moi, je me suis fait attaquer dans mon université, ils sont allés voir sur Mediapart. Mais oui, mais dans Mediapart, Céline Masson, mais oui, mais Mediapart sont idéologues. Évidemment que dans Mediapart, ils ont dit tel et que j'étais d'extrême droite, manif pour tous, etc. Et voilà, on va s'appuyer sur ça et on va croire on fonde vous voyez comment même des chercheurs vont fonder
leur perception de l'autre et d'un combat qu'on mène, qui est un combat d'ailleurs, c'est aussi une recherche, parce que je pense qu'on est du côté de la recherche, à partir de propos de Mediapart. Vous dites, ce monde va pas du tout. Mais en même temps, moi j'ai beaucoup aimé le concept de pédomisie parce que justement, Denise Bombardier sur le plateau quand elle disait à Gabriel Maznev: «Il y a quand même une différence entre adulte et enfant», et ben, on allait dire que c'était la panique morale et j'ai l'impression que, la gauche que j'appelle postmoderne, en fait, va critiquer à partir du moment où on rappelle qu'un enfant, c'est pas un adulte, eh ben, on est dans la panique morale, on est d'extrême droite. Et Voilà. c'est pour ça que ce terme de pédomisie, je sais pas si vous vouliez bien le développer parce que je l'ai trouvé très intéressant, que vous décrivez comme une haine vertueuse. J'ai vraiment trouvé ça très, très intéressant comme concept. Alors, pour tout vous dire, j'avais conçu ce vocable à partir, bon, vous savez que je travaille sur l'antisémitisme et ça, franchement, c'est vraiment, c'est parallèle, mais il y a tellement c'est une idéologie aussi, l'antisémitisme, donc ça m'aide beaucoup à comprendre notre idéologie. Donc, j'ai forgé ce mot. Parce que je me suis dit, c'est pas possible qu'on parte, qu'on dise pédophilie. On a tous les collègues, il y a quelque chose de ça, évidemment, mais c'est tellement grave la pédophilie, ce sont des violences sexuelles. Et moi, étant en protection de l'enfance, je vois des enfants qui ont eu des abus sexuels, de l'inceste, enfin bref, en protection de l'enfance. Donc je ne pouvais pas utiliser le même mot. Donc j'ai forgé à partir de la judéomisie qu'avait inventé Taguieff. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Je voulais trouver un mot à partir de l'enfant, la haine de l'enfant. Donc j'ai forgé ça dans ce sens, de la pédomisie. Et il fallait absolument dire, parce que je crois que notre force, à mon avis, de tous mes collègues, tous ceux qui travaillent avec nous, c'est la nuance. Mais on dit le contraire sur nous, mais c'est pas grave. Mais je pense qu'on est vraiment dans la nuance. C'est pas du tout on cherche en tout cas à être le plus nuancé possible. Et je trouvais que le mot englobait trop de choses on risquait d'apporter trop de confusion. Donc il a fallu distinguer pédophilie et inceste, hein, évidemment, surtout, bon, pédophilie et donc ce sont des violences faites à l'enfant qui ne sont pas du tout de l'amour, hein. C'est tout sauf l'amour de l'enfant, mais c'est quand même, ce sont des agressions sexuelles gravissimes. Je dis pas que c'est pas grave là, mais c'est différent. Nous avons, alors il peut y avoir aussi, parce que vous avez vu, bon, on rentre pas dans le milieu trans, effectivement, il y a pu avoir aussi de la pédophilie, mais là, pourquoi haine vertueuse, c'est parce que on parle quand même plus des médecins. Donc nous parlons là spécifiquement des médecins et de leur perception de l'enfant. On se dit, c'est quand même étrange pour des médecins de ne pas considérer le temps de l'enfance. Et c'est pour ça on a parlé de haine, mais une haine qui, s- qui- une haine vertueuse, parce que ces médecins pensent faire le bien transitionnant ces enfants, en les aidant à transitionner, mais quand on en arrive quand même à des interventions médicales, c'est-à-dire sur le corps, cette action sur le corps, on s'est dit quand même, enfin, qu'est-ce qu'on fait de l'enfant quand on injecte des hormones comme ça à haute dose et quand on peut couper des seins, parce que franchement, quand on coupe des seins à une jeune fille, c'est là où le mot quand même haine vertueuse correspond quand même, est intéressant. Donc la pédomisie, effectivement, c'est clairement ne pas, enfin, couper l'enfant de l'enfance, couper l'enfant de ses parents et isoler l'enfant dans une forme d'adultification, donc annuler cette phase de l'enfance et l'identifier à l'adulte. Si c'est pas une haine de l'enfant, je sais pas ce que c'est, mais c'est donc considérer que l'enfant a des droits d'adulte, ce qui est complètement fou. L'enfant, il a des droits d'enfant, évidemment, mais c'est pas les mêmes droits que les adultes, c'est pas pareil. L'enfant, parce qu'il grandit, parce qu'il est un être en devenir, il ne peut pas avoir les mêmes droits que les adultes. Il ne peut pas, d'ailleurs, il peut pas prendre de l'alcool, il peut pas, même un tatouage, il faut avoir 18 ans pour un tatouage, il vote pas avant 18 ans. Bref,
Voilà, alors effectivement, dans certains pays, c'est 16 ans. Bon, mais c'est vrai que 16-18 ans, ça reste quand même aujourd'hui, l'adolescence est beaucoup plus tardive qu'avant, hein, même si on a le droit de vote à 18 ans. On reste quand même dans un âge, alors c'est enfant au sens large, hein, quand on parle de l'enfant, c'est l'enfant de 0 à 18 ans, hein. C'est l'enfant en termes juridiques, hein, donc effectivement, ça interroge sur la perception qu'on a de l'enfant, sur la capacité de l'adulte à aider l'enfant, et notamment pour un médecin, à aider l'enfant à prendre soin. Est-ce que c'est prendre soin? C'est une question qu'on pose. Est-ce que c'est prendre soin que d'accéder à une demande à un adolescent qui n'est pas trans? Moi, ça m'interroge, en tout cas, la haine vertueuse, j'ai trouvé ça, voilà. Je sais pas si c'est de l'amour, moi, je sais pas. D'ailleurs, est-ce qu'on n'est pas là pour aimer, hein? Un médecin n'est pas là pour aimer, nous non plus, un psy. C'est Fedida qui disait ça, on n'est pas là pour aimer. C'est vrai, on n'est pas là pour aimer nos patients. On est là pour l'aider. On est là pour aider, on est là pour aider à se trouver soi-même, et surtout pour un psy. On est là à permettre à l'adolescent de se trouver. Bon, après, ils vont me dire, oui, oui, mais justement, c'est pour être soi-même. Être soi-même, c'est devenir trans. C'est pas sûr. Voilà, c'est pas sûr. Donc, voilà, je pense que c'est une façon de voir l'enfant qui colle beaucoup trop à une vision d'adulte et qui ne laisse pas ce temps de l'enfance. Voilà. Donc c'est une idéologie aujourd'hui d'ailleurs, hein, de considérer que l'enfant a les mêmes droits que les adultes et qu'il n'avait pas besoin de ses parents pour prendre des décisions. C'est un courant, hein, d'ailleurs assez minoritaire d'ailleurs, en sciences de l'éducation. Je ne sais plus comment ils ont appelé ça d'ailleurs, mais c'est de l'adulte, enfin, de l'adulte quelque chose pour en fait que l'enfant puisse être un adulte comme un autre. Contre l'adultisme, l'enfantisme. Enfin, ça, c'est Voilà, quelque chose qui revient. Et même moi, j'avais trouvé intéressant dans le rapport de la Civis, il y a toute une partie sur l'histoire de la façon dont on voit les enfants. Et, et justement, là, vraiment, on est dans quelque chose d'encore nouveau, mais qui rejoint les pédocriminels des années 70. C'est c'est- c'est, euh, c'est ce discours victimaire, c'est-à-dire de dire toute personne, en fait, au lieu de dire, évidemment, les pédocriminels, ils n'allaient pas dire on veut violer des enfants, ils préféraient ouais, dire il faut laisser la liberté aux enfants d'avoir une vie sexuelle avec des c'est adultes. Bah, ça, c'était exactement. complètement une inversion. Et là, c'est pareil, on va Et oui, laisser oui, aux enfants. Et d'ailleurs, en ce moment-là, il y a une expression qui oui, revient très souvent, c'est personne mineure. Et en oui, c'est disant, et ça. quand j'entends personne mineure, ben je vois moins un enfant que quand on me Ben dit oui. enfant. Voilà. Et Et d'ailleurs, il y donc, a par le langage, on invisibilise. vous connaissez Cantel, hein, il dit que l'enfant n'est pas une personne, c'est intéressant. Il est en psychologie du développement, je crois, D'accord. ou en sciences de l'éducation. Bon, en tout cas, c'est intéressant parce qu'effectivement, il n'est pas au même titre que l'adulte. Et alors, le mot pédophilie aussi, le problème de ce mot, c'est effectivement l'amour qu'il n'y a pas d'ailleurs dans un cas ni dans l'autre. Enfin, on n'a pas un adulte qui abuse d'un enfant n'est pas un adulte qui aime, ouais, il aime au sens effectivement de l'envie sexuelle, mais même, je pense que ce mot, de toute manière, il est compliqué. Mais laissons-le dans son champ, parce que c'est important de bien distinguer aussi de de quoi on parle, parce qu'évidemment, Alors, maintenant, qu'on trouve des abus dans des associations, oui, il y a eu des abus sexuels aussi dans des associations LGBT. Enfin, il y a eu, ça a défrayé la chronique en Angleterre. Bon, mais c'est autre chose. C'est pas ça dont on voulait parler, nous. C'est vraiment par rapport aux médecins, en tout cas, hein, de bien distinguer pour effectivement interroger cette place du médecin à l'égard de l'adolescent. C'est-à-dire comment il perçoit ce jeune et comment surtout il entend la demande et comment il y répond. Donc c'est quand même ça qui frappe. D'ailleurs, pour vous donner, on cite, j'avais vu le film de Claire Simon, vous savez, Notre corps. C'est extraordinaire ce que vous entendez dans ce documentaire, il est très bien fait. Et à un moment donné, elle va filmer une consultation avec un médecin, un adolescent, je crois qu'il a 16 ans, enfin c'est une fille. Une fille vient voir avec sa mère et il lui dit alors, voilà, tu vas. Et quand même, il lui dit, mais tu sais que tu pourras pas avoir d'enfant parce qu'elle, ah oui, elle vient pour prendre la testostérone. Elle a 16 ans ou 17, 16 ans ou 17 ans. Et le médecin lui donne, donc lui indique quand même que il va, est-ce que si elle est d'accord de congeler ses ovocytes pour éventuellement plus tard avoir des enfants. Et donc là, elle dit, mais
mais je peux pas avoir un enfant avec mon spermatozoïde? Bon, ça, Oui, c'était assez extraordinaire. C'est là, quand vous dites utopie, quand je dis utopie de genre, c'est ça, c'est-à-dire qu'il est complètement déconnecté. Elle dit, et je peux pas avoir un enfant avec mon spermatozoïde. Heureusement, le médecin, là, il lui dit, non, non, bah, t'as pas des spermatozoïdes, t'as des ovocytes. Et en fait, elle est complètement surprise. Elle regarde sa mère, complètement surprise. Elle pensait vraiment devenir un homme. Vous voyez, c'est ça. Et là, vous voyez le truc. Vous voyez, c'est des scènes. Moi, je dis toujours que les artistes nous donnent quand même la réalisatrice, là, c'est génial, cette scène est géniale parce que vous avez tout là. En fait, elle est complètement hors sol. Je veux dire, la jeune est hors sol là. Euh, elle sait pas qu'elle a. Vous voyez, ils ont pas la connaissance de leur corps, de ce que c'est qu'être une. Enfin, au moins au sens, enfin, du biologique, comment on fonctionne. C'est assez frappant. C'est-à-dire que la croyance a complètement emporté. Alors, est-ce que c'est un déni de réalité? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est assez frappant parce que vous vous dites, vous avez donné de la testostérone à une fille qui ne sait pas qu'elle a des ovocytes et pas des spermatozoïdes. C'est-à-dire comment elle peut savoir dans 10 ans ce qu'elle voudra être, ce qu'elle voudra faire et si elle veut des enfants ou pas. Elle en sait absolument rien parce qu'elle a aucune projection dans le temps. Il n'y a même pas une projection il y a aucun sens historique. Il n'y a pas de sens. Je dis toujours, ils sont en apesanteur historique, les jeunes aujourd'hui. Il y a vraiment une coupure de l'histoire, une coupure de la biologie, du savoir biologique. Il y a une coupure pour une utopie, mais c'est beau en même temps. Je veux dire, quand vous voyez ça, vous dites, c'est complètement. Enfin, c'est beau. Vous voyez, elle plane. Je veux dire, c'est touchant. En fait, c'est vrai que c'est touchant. C'est très touchant de voir mais ces jeunes. moi, je voyais vraiment une petite là, quand elle a dit ça, j'ai vu ce passage-là, on dirait une petite fille qui Ouais, sait même pas que les bébés naissent pas dans les choux, quoi, vraiment. Enfin, ça fait exactement. vraiment une réflexion de petite fille, quoi, Ah ben complètement c'est naïve. extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. C'est là que vous dites, mais là on est au cœur d'une consultation. Là, le médecin il est quand même un peu mal à l'aise, mais vous vous dites, mais qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? C'est plutôt Oui. ça la question. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve avec un médecin qui demande ça à une jeune qui a 16 ans, qui a 17 ans, c'est-à-dire qui est un hors sol, si elle va, qui va avoir de la testostérone? Vous dites, mais attendez, quand tu es médecin, enfin, est-ce qu'on n'attend pas, enfin, est-ce qu'on se pose pas de questions sur ce que c'est que donner de la testostérone à une jeune qui dit qu'elle a des spermatozoïdes? Enfin, ça pose quand Il même y a des... aucune maturité, quoi. On Ah non, il voit n'y a qu'elle pas de est pas maturité. mature et c'est ça que je trouvais intéressant dans cette notion de pédomisie, c'est-à-dire qu'on nie complètement, Voilà, la catégorie d'âge. c'est ça. Alors, C'est je exactement dis pas ça. qu'il y a que des je dis pas qu'ils sont pédocriminels, mais en fait, c'est la même Non, non, logique. C'est la même logique, le c'est fait la de même nier la logique. catégorie d'âge, Oui, c'est toujours dangereux, en fait. Pour les voilà. enfants, quand on nie l'enfance, c'est toujours dangereux pour eux, quoi. Exactement, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec. C'est pour ça que je Oui, nuance bien pour pas les. oui, Mais par contre, c'est oui, tout vrai à fait. on efface les limites. Et vous savez que quand on efface les limites, c'est la porte ouverte à tout. Vous pouvez, alors eux, évidemment, qu'ils feront pas autre chose, mais c'est pas eux le problème là. C'est qu'on ouvre les limites. C'est un problème pour la société. C'est-à-dire que le médecin ne se rend pas compte qu'à titre individuel, il ouvre des vannes au niveau de la société, au niveau anthropologique, au niveau des fondements. Et on a, nous, citoyens, une responsabilité par rapport à un socle commun. Là, quand on agit comme ça, en tant que citoyen, on est médecin, mais on est citoyen, on efface des limites et on fait porter un risque à notre socle anthropologique. Ça, je pense qu'il n'y a pas la conscience chez ces médecins. Il n'y a plus la conscience du commun. Il n'y a plus la conscience, effectivement, du corps commun. On est dans une médecine de service pour répondre à la demande, mais on n'a plus la conscience du commun de la société. Vous voyez là où ça a dérapé. Alors, il y a une question que je viens de trouver. Est-ce que, alors c'est une question, ça va couper un petit peu, c'est sur la non-binarité. Est-ce que ce serait le fait de se dire non-binaire une sorte de degré vers une transition ou vers une non ou vers une détransition? Eh ben, vous avez une super question qui est vraiment une question aussi que moi, en tant que clinicienne, je me suis posée parce que figurez-vous que, en tout cas pour les garçons, comme je les appelle, c'est vraiment un passage vraiment intéressant de sortie de crise, j'allais dire, ou de sortie de Ah, transaffirmation, puisque là, pour moi, c'est un pas vers un mieux, c'est-à-dire que et ben effectivement, elle reprend du jeu, parce que là, elle reprend du jeu JEU avec ah son oui. corps.
Voilà, un jour c'est ci, un jour c'est ça. Alors vous allez me dire, bon, oui, mais là, ça fait partie un peu de de la culture jeune aussi, hein. Va falloir quand même aussi, il y a une culture par rapport aux non-binaires, etc. Ils en jouent. Et c'est vrai qu'on sort un peu. Je trouve que c'est quand même intéressant quand une fille sort de sa transaffirmation pour le non-binarisme, même si ça reste complètement idéologique. Mais ça, elle ne va pas faire d'intervention à ce moment-là. Quand elle est non-binaire, elle ne fait pas d'intervention sur son corps. Et là, ça ne nous regarde pas. À partir de ce moment-là, nous, nous regarde moins. Oui. Ben oui. Nous, notre crainte, c'est surtout que le risque médical quand même. C'est comme ça qu'on a commencé. C'est le risque c'est le risque d'un changement oui, c'est le risque d'une médicalisation à partir de ce malaise et d'empirer le malaise par cette médicalisation, parce que ça a été le cas aussi, on le dit pas suffisamment, mais il y a des filles qui sont allées quand même moins bien après avoir pris de la testostérone et qui se sont rendues compte que c'était pas une solution. En tout cas, elles aspiraient à mieux, puis elles se rendent compte qu'elles sont toujours pas garçons. Parce que la testostérone, effectivement, ça crée de l'euphorie à un moment donné, mais pendant quelques mois, d'ailleurs, elles le décrivent. Quand vous les entendez, c'est ce qu'elles décrivent. Et puis à un moment donné, parce que ces filles, elles ont des pensées. Il faut pas croire que tout est. Il y a des pensées, des choses changeantes en elles, et elles se rendent compte à un moment donné que finalement, ça n'a pas fait changer beaucoup. Ça n'a pas fait changer ce qu'elles avaient envie de changer. Parce que ce qu'elles avaient envie de changer, c'est dans la tête beaucoup. Elles avaient envie que quelque chose change dans leur tête et Mm. elles ont agi sur le corps. C'est, c'est vraiment, enfin, justement enfin bon, il y a juste quelque chose vraiment qui m'a vraiment fait très très peur, c'est ce serment que les médecins aux États-Unis font. Oui, Et en fait, ils parlent plus du tout aux États-Unis de ne pas nuire, mais ils disent qu'ils vont lutter contre le racisme, etc. voilà, Mais je me dis, alors, mais encore voilà, heureux en tant que médecin, on soit pas raciste, c'est un minimum. exactement, Mais c'est pas mais l'action du médecin, c'est pas de lutter contre le racisme. Il faut pas qu'il soit raciste, ça c'est un fait. exactement. Mais là vraiment, euh, carrément quand j'ai lu ça, j'ai dit mais quelle horreur. En fait, leur travail, c'est de lutter contre le racisme. Bah non, c'est de soigner des gens. Exactement. Alors, figurez-vous que donc c'est pour ça que j'ai introduit là un passage sur les DEI, parce que Oui, ça, on avait moins en France, un peu dans les entreprises, mais pas beaucoup encore à l'hôpital, en tout cas, je pense pas. Et pour comprendre vraiment ce que c'est que cette politique d'identité, et il faut comprendre ce qui s'est passé. Alors, j'ai raconté ce qui, parce que ça, je travaille avec des médecins aux États-Unis d'Uno Arm, qui eux ont beaucoup travaillé sur le racisme et sur ça, c'est-à-dire que sur les DEI, ce que moi j'ai traduit par déifier, deified, et je l'ai traduit par déifier en jouant sur oui, bon bref, oui, déifier, parce que c'est complètement ça. Et donc l'université de la faculté de médecine du Connecticut a proposé une version deified, donc déifié, j'ai dit moi, je disais, du oui, oui. serment d'Hippocrate pour leurs nouveaux étudiants en médecine. Donc DEI, c'est quoi? C'est Diversity, Equity and Inclusion. Donc diversité, équité, inclusion. Donc ce concept est d'ailleurs ça a été très vraiment soutenu par pas mal par des universités et par les facultés de médecine, ce qu'on sait moins, pour promouvoir quoi? Un environnement inclusif et respectueux des différences individuelles. Donc, diversité, ça fait référence à la variété des origines. Donc, la diversité, ça inclut le genre, l'âge, la culture, la sexualité, l'ethnicité, le handicap. Équité, c'est quoi? Équité, c'est garantir des conditions justes et des opportunités identiques à toutes les personnes. Ce qui distingue, vous voyez, de l'égalité, parce qu'il faut bien distinguer, chez eux, c'est pas l'égalité, c'est l'équité, ce qui est pas pareil. Mm. Et égalité, c'est avoir tout le monde la même chose. Ça, on l'espère. Mais là, équité, c'est pas ça. C'est garantir des conditions justes et des opportunités identiques. Et enfin, inclusion, c'est inclusion qui crée un environnement où chacun va se sentir accueilli, respecté, valorisé. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais joué sur l'homophonie entre déifié et deified, hein, qui a adoré diviniser effectivement, parce que c'est vraiment vraiment, c'est vraiment une espèce de surmoi identitaire là dans les facultés de médecine qui a considéré qu'il fallait faire progresser la justice sociale.
Et donc, pour faire progresser la justice sociale, et ben, il fallait changer le serment d'Hippocrate et donc le serment de l'éthique médicale qui est qui est 2 fois millénaire, hein, en prêtant, donc non pas serment à Hippocrate, mais en prêtant, ça c'est ce que je tourne ça comme ça, en prêtant serment à la justice sociale et à la DEI. Donc c'est un engagement qui a été pris par figurez-vous que dans certaines universités aux États-Unis, maintenant ça a été tout ça, ils l'ont éliminé. Enfin, je pense, mais en tout cas, ça va disparaître tout ça. Il y a des comités DEI dans chaque université, dans de nombreuses universités, pour cette politique identitaire. Mmh. Mais ce qui est fou, c'est en médecine. Je veux dire, je vous dis, mais qu'est-ce que ça a à faire là en médecine? On l'attendait en sciences sociales, mais en médecine, effectivement. Donc il faut. Alors voilà, si vous voulez je vais vous le donner leur serment. Parce que ça, faut quand même, c'est un morceau d'anthologie, ça. Nous avons révisé. Donc c'était en anglais, hein, on l'a traduit, le serment d'Hippocrate de notre école de médecine pour y inclure des engagements actifs visant à identifier et à atténuer les biais professionnels, à défendre les droits humains, à répondre aux mythes médicaux par des informations fondées sur des preuves et sans jugement, à soutenir activement les politiques promouvant la justice sociale, imaginez, et à travailler spécifiquement pour démanteler les politiques qui perpétuent les inégalités, l'exclusion, la discrimination et le racisme. Voilà le sermon. C'est pour ça qu'on a appelé ça. Mais le titre, on l'avait donné avant que je vois ça, mais le sermon, c'est ça. Alors là, on est Mmh. exactement, le centre du livre, c'est ça. Le sermon est là. Oui. Alors que qu'il y ait pas de discrimination, c'est le minimum, mais que ce soit leur action principale, on se dit: Ben «Mais oui, c'est fou». Bon, on arrive quand même à la fin du webinaire, c'était passionnant. Merci Céline, merci à vous d'avoir été présente aussi. Voilà, notre prochain webinaire, il aura lieu le premier dimanche de juin, ce sera le 1er juin. Vous allez recevoir une invitation par mail et la vidéo d'aujourd'hui va être diffusée sur YouTube quand elle sera montée. Vous recevrez un lien par mail et vous pourrez diffuser. Nos premières vidéos sont déjà sur YouTube. Vous tapez WDI francophone ou Nous Femmes. Et je vous rappelle que vous pouvez signer et partager la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe sur notre site du WDI, womensdeclaration.com, tout attaché. Et je vous dis merci et à dans un mois. Au revoir. merci beaucoup.